Europe 1 Soir. C'est le duel d'Europe 1 Soir aux côtés de Nicolas Poincaré. Ce soir, Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles face à Claude Veil du Nouvel Observateur. Et oui, Catherine, pour débattre par exemple de la une du journal Le Monde ce soir, tout de même assez frappante, gros titre, ces entreprises qui se préparent à la disparition de l'euro. Quand on voit le titre, mais juste le titre, Guillaume Roquette, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les entreprises sont en train de se préparer à la sortie de l'euro? On se dit que c'est vertigineux, que la une du Monde, quand même le magazine officiel de l'Europe heureuse, en vienne à titrer ça, de l'Europe heureuse, pas l'Europe peureuse, en vienne à titrer sur une sortie de l'euro possible. C'est un sujet compliqué parce que ce qui est vertigineux aussi, c'est ce qui pourrait nous arriver si on sortait de l'euro. Et la vérité, c'est que personne ne sait ce qui pourrait se passer. Donc, par définition, l'impensable ne peut pas se préparer. On a mis quasiment 10 ans pour se préparer à l'euro. Il faudrait faire ça, qu'un pays ou plusieurs quittent la zone euro. Ça devrait se faire dans des conditions qui sont inimaginables. D'abord, ça devrait se faire très vite, parce que si les populations concernées le savent à l'avance, il y aurait un effet de panique, elles retireraient en masse leurs économies des banques, parce qu'évidemment, qui dit sortie de l'euro dit dévaluation, donc elles se retrouveraient appauvries de ce fait-là. Et donc, c'est vrai que les entreprises préparent, c'est vrai que les entreprises y pensent. Elles y pensent, elles essaient d'anticiper le plus possible et en même temps, elles ne peuvent pas se préparer parce qu'encore une fois, on ne se prépare pas à l'inconcevable. Claude Veil, dans le Nouvel Obs, vous avez fait une enquête un peu du même ordre de savoir si effectivement la question se posait. Et on était arrivé à peu près à la même conclusion que le papier du Monde, c'est-à-dire que tout le monde se pose la question, mais personne n'a de réponse. C'est à peu près ce que disait Guillaume d'ailleurs. Parce qu'en effet, il est très très difficile de prévoir un scénario de sortie de l'euro. Les conditions techniques sont extraordinairement difficiles à anticiper. En effet, pour éviter les mouvements spéculatifs qu'évoquait Guillaume. Et les conséquences économiques sont tout aussi énigmatiques. Parce que est-ce que la dévaluation qui suivrait pour la France, pour l'euro-franc ou la France, le franc, appelons-le comme on veut, on ne sait pas quel serait le nouvel étalon, etc. Il y a un certain nombre de choix financiers qui devraient être pris dans l'urgence. Quelles seraient les conséquences pour la France? Est-ce que c'est une évaluation de 10, 15, 20, 30%? Est-ce que ça serait un formidable coup de booster à nos exportations et une relance à l'économie française? Ou est-ce qu'au contraire, ça nous installerait dans un toboggan du déclin? En réalité, on ne le sait pas très bien. Mais tout ça, c'est quand même des plans sur la comète. Et la plupart des entreprises, en fait, y réfléchissent surtout à des problèmes très techniques, c'est-à-dire par exemple comment se garantir contre le risque de change, par exemple, opération que tout le monde fait tous les jours. Si demain vous vendez un Airbus dont le compte est libellé en dollars, vous allez vous assurer contre le risque de change pour le cas où entre le moment de la signature et le moment de la livraison, dans quelques années, il y aurait un trop gros écart de change entre le dollar et l'euro. Ce sont des problèmes financiers qu'on ne peut pas développer ici. Toujours est-il que les seuls qui travaillent vraiment là-dessus, en réalité, c'est un petit groupe autour de Philippe Villain, ancien directeur du Figaro, d'économistes libéraux ou de gauche. D'ailleurs, certains sont libéraux, comme le professeur Rosa ou le professeur Cotta, et d'autres de gauche, comme Jacques Sapir. Et eux, en réalité... Ils travaillent sur quoi? Ils font des scénarios de sortie de l'euro. Et ceux qui y croient vraiment, en réalité, ce sont ceux qui l'espèrent, puisque tous ces gens-là sont les prophètes qui, depuis la création de l'euro, disent « ça ne marchera jamais ». Mais ça, il faut quand même s'arrêter quelques instants pour prendre toute la dimension de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'on est en train de remettre en cause quasiment un demi-siècle de notre histoire, à la fois politique et économique. Dans le traité de Maastricht, il y avait 4 fois le mot « irréversible ». C'est-à-dire que il y avait un sens de l'histoire auquel on ne pouvait pas déroger, c'était que l'Europe était notre avenir. Mitterrand nous avait expliqué que si on ne voulait pas la construction européenne, c'est qu'on voulait redéclarer la guerre à l'Allemagne, enfin qu'on était des nationalistes forcément belliqueux. Et ces gens étaient tellement sûrs de leur fait qu'ils ont refusé d'envisager un scénario de sortie. Et donc, quand on demande aux experts européens, mais qu'est-ce qu'on fait pour sortir de l'euro? Ils disent, on ne sait pas, on n'a pas le mode d'emploi, c'est pas prévu. C'est pour ça qu'effectivement, il y a quelques originaux qui ont crié dans le désert pendant 10 ans, qu'on n'a pas écouté, et qui nous disaient, attention, on ne va pas y arriver durablement, des économies qui sont trop différentes. Enfin, on ne va pas refaire le film, maintenant tout le monde le connaît. Et ces gens-là, ils sont en train d'essayer de comprendre comment on peut faire. Il y a peut-être une solution qui est une leçon de l'histoire. Avant de faire la monnaie unique, on avait le système monétaire européen. C'est-à-dire que le problème des monnaies qui sont libres les unes par rapport aux autres, c'est que ça crée un environnement extrêmement instable. Et donc Giscard, qui était un homme intelligent, s'était dit, on va faire un système qu'on appelle le serpent européen. Exactement. C'est la différence entre la monnaie commune et la monnaie unique. Où les monnaies pouvaient bouger un petit peu les unes par rapport aux autres, mais qui avait quand même un étalon extérieur commun qui permettait de pouvoir exporter et importer dans des conditions relativement raisonnable. Donc l'idée, ce serait peut-être de revenir à cette monnaie commune, mais effectivement, il reste deux questions énormes qui sont
pourquoi sortir? C'est-à-dire que, est-ce que la sortie de l'euro, c'est la punition suprême? Ça veut dire, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'arrivez pas à tenir vos engagements de rigueur, on en a marre de vous aider, donc vous sortez? Ou bien est-ce que c'est la solution suprême? C'est-à-dire, et c'est ce que disent les économistes que citait Claude tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la meilleure solution pour faire repartir la machine économique. Pourquoi? Parce que si on sort de l'euro, on retrouve une banque centrale indépendante qui est susceptible de financer la dette ou de refinancer la dette, et deux, on peut dévaluer, et si on dévalue, on exporte plus facilement. Et leur argument, qui est un pari, alors pour le coup pascalien, c'est qu'on retrouve du coup une compétitivité. Mais chercher la compétitivité à la baisse, à la dépréciation de la monnaie, ça peut être absolument mortel aussi. Ça peut vous entraîner dans les tréfonds de l'hyperinflation et finalement être balayé complètement. Ça peut ruiner les épargnants. Ruiner accessoirement les épargnants. Merci Guillaume de vous intéresser à eux. Non, mais ce que je remarque, c'est que vous en parlez tous les deux assez calmement, comme d'une hypothèse qui pourrait arriver. Alors que je vous renvoie 6 mois. Il y a 6 mois, il n'y avait que Marine Le Pen. Et puis peut-être Nicolas Dupont-Aignan. Il y a 6 mois, dire on va peut-être sortir de l'euro. Parce que pour être honnête, tout ça, on l'a quand même un petit peu vu venir. Parce que si on reprend un tout petit peu de recul, je suis en partie d'accord et pas totalement avec Guillaume sur l'historique du truc. Le problème, c'est que lorsqu'on a mis en place l'euro, ça a été dit 100 fois, mais il faut toujours le répéter, on n'a pas mis en place les instruments de gouvernance. Et donc, les économies européennes ont continué à diverger et on est aujourd'hui dans une espèce de grand écart qui fait que on a un gros moteur et qu'il n'y a pas vraiment de commande qui commande l'ensemble. Au point où on en est, il faut dire les choses simplement, on n'a plus que 2 solutions. Soit on mutualise d'une manière ou d'une autre la dépense et la recette. On met en place un vrai système européen de gestion de la finance. Ce qui suppose un certain degré de supranationalisme, osons le gros mot. Soit l'euro explosera. Alors le problème, c'est que on doit faire cette opération tardivement et à chaud. Tardivement, parce qu'à l'époque, on s'est dit ça va converger tout seul. Non, ça n'a pas convergé tout seul, ça a divergé. Donc, mettre en place ce système, c'est en gros ce qu'essayent de faire Sarkozy et Merkel. Mais seulement c'est long, c'est compliqué, c'est pas réactif. Il s'agit de faire des nouveaux traités à 27, enlevant les Anglais 26, c'est compliqué. Il y aura des procédures de ratification, tout ça va prendre du temps. Je pense qu'au bout du compte, ça ne se passera pas comme ça. Il y a aussi un problème. Si on arrive vraiment au bord du précipice, il y a aussi un problème. Si on arrive vraiment au bord du précipice, la Banque Centrale Européenne prendra les décisions qui s'imposent, c'est-à-dire rachètera de la dette souveraine et les Allemands seront obligés d'avaler leur chapeau et ça se fera parce que personne n'osera prendre le risque fou de sortir de l'euro. Alors ça, effectivement, c'est le scénario optimiste qui dit finalement que aller de plus en plus loin dans la crise, c'est une bonne chose parce que ça forcera les Allemands à réagir. Comme dit la chanson, on n'a plus assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Voilà, je la connais pas votre chanson. Sauf que l'Europe est un espace démocratique et donc si on veut réformer les traités, il faudra demander aux citoyens leur avis. Et s'il y a des élites éclairées en Allemagne qui se disent on ne peut pas prendre la responsabilité de faire éclater la zone euro, il y a aussi des citoyens allemands qui ont fait des efforts, on l'a dit de nombreuses fois à ce micro, et qui ne sont pas forcément prêts à payer indéfiniment pour l'Espagne, pour l'Italie, pour la Grèce, voire peut-être un jour pour la France. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui disent les Allemands n'accepteront pas. C'est eux qui tiennent la Banque Centrale Européenne parce que c'est la le Parti socialiste allemand qui va probablement gagner les élections de 2013. Il est pour les eurobonds, il est pour la fédéralisation. On va voir. Moi, je pense que pour l'instant, ce sont des concepts qui sont abstraits. Quand on va présenter la facture aux Allemands, en plus dans une conjoncture qui sera une conjoncture probablement de récession, parce qu'on arrive dans des situations économiques très difficiles, est-ce que les Allemands seront prêts à faire cet effort-là en plus? Et jusqu'où seront-ils prêts à le faire? Je ne crois pas non plus, par exemple, que la France sortira de la zone euro. Je pense qu'en revanche, les pays dits périphériques sortiront de la zone euro parce que c'est probablement la moins mauvaise solution pour eux et que de toute façon, les pays ou qui sont déjà vertueux ou qui aspirent à le redevenir comme la France, ne leur laisseront pas le choix. Alors c'est qui, juste pour comprendre, les pays périphériques à mon avis, c'est la première, la Grèce. Ouais. Et puis, regardez ce qui se passe en Espagne. Quand regardez le discours de politique générale du nouveau Premier ministre conservateur, il dit « Nous n'arrivons pas à enrayer les déficits. Le déficit va encore être très élevé l'année prochaine. Et donc, on va aller de crise en crise, de défiance des marchés, de baisse de la bourse. » Donc vous enlevez l'Espagne aussi, qui d'autre? Non, je ne sais pas. Vrai que les gouvernements... Il faut être infiniment modeste parce qu'on ne sait pas où on va. La vérité, c'est qu'on danse autour du volcan, ça aussi on se l'est déjà dit ici, mais c'est vrai, et que même les ministres des Finances vous disent off qu'ils ont une visibilité à 1 semaine. Alors moi je ne vois pas comment le système pourrait tenir comme il tient aujourd'hui. Maintenant vous faire la liste de qui sortira et à quelle date, ça j'en suis incapable. C'est vrai que les gouvernements improvisent et qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises, il faut le dire. Il y a eu une erreur magistrale et qui n'a pas été suffisamment soulignée à l'époque, c'est la décision
qui a été prise d'obliger les banques à prendre une partie de la décote de la dette grecque. Évidemment, les banques paieront, c'est un slogan populaire. Il y a juste un tout petit problème, c'est que ça a convaincu l'ensemble des marchés que désormais la signature des États européens n'était plus garantie. Et du coup, ça a déclenché les attaques contre l'Italie, contre l'Espagne, contre le Portugal, etc. Mais depuis, je trouve que la crise a été jusqu'à présent contenue. Et je pense encore une fois que personne ne prendra le risque de sauter dans l'inconnu. Philippe Villain, donc, qui est le grand artisan de la sortie de l'euro, le grand prédicateur de la sortie de l'euro, a une expression qui est assez marrante mais qui se retourne. Il dit: si les gouvernants arrivaient pour dire qu'ils ont renoncé à l'euro, c'est à peu près comme si le pape réunissait un conclave pour dire: j'ai bien réfléchi, finalement Dieu n'existe pas. Naturellement, le pape ne le fera pas et les gouvernements européens ne le feront pas non plus, parce qu'ils entreraient là dans une zone de non-contrôle total du système. Moi, je pense que l'une des raisons qui rend cette crise complexe, c'est que justement, on a fait de l'euro une forme d'idole ou de Dieu. C'est-à-dire que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on s'est tellement convaincu qu'il fallait... N'oubliez jamais ce qu'on lui doit. Je sais ce que nous lui devons. Je sais ce que nous lui devons. Si la France n'a pas si mal traversé la crise de 2008-2009, c'est en grande partie grâce à l'euro. Et on sait ce qu'on perd, et voilà, on ne sait pas ce qu'on... Comme disait votre grand-mère. Absolument, on ne sait pas ce qu'on garde. Donc, je crois qu'il faut réfléchir de façon... En termes de coût-avantage, il faut arrêter de dire ce n'est pas possible. On ne peut pas, comme s'il y avait une forme de dogme absolument imprescriptible. Vraiment, c'est la pensée unique là. Jusqu'à ces dernières semaines même, régnait en maîtresse. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de voir ce sujet-là en une du monde, parce que ça montre que quelque chose a changé. Claude Veil parlait de Philippe Villain. Il se trouve qu'au moment du traité de Maastricht, moi je travaillais au Figaro, dont Philippe Villain était le directeur. Et je me souviens que même le stagiaire que j'étais... C'était votre période gauchiste, Guillaume. Même le stagiaire que j'étais trouvait ça risible de dire que l'euro, c'était pas la solution, que Maastricht, c'était pas une avancée économique, sociale, culturelle, etc. Bah, aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas forcément le cas et que l'histoire n'est pas écrite. L'histoire n'est pas écrite et la seule certitude, c'est qu'on ne peut pas s'abstraire des réalités. Si j'ai une demi-seconde, je voudrais citer cette phrase que je trouve géniale d'Alfredo Pérez Rubalcaba, qui était le leader des socialistes espagnols, et qui a dit: si vous détestez les marchés et que vous adorez le déficit, vous avez un gros problème, parce que les marchés, c'est les gens qui vous prêtent de l'argent quand vous êtes en déficit. Ce qui n'a pas empêché de s'écraser aux élections législatives d'ailleurs. Mais je crois que sous la pression de la crise, les gouvernements européens actuellement apprennent très vite. Et je pense qu'on arrivera à maîtriser le système. Pas mal votre citation espagnole, j'aime bien aussi la citation de la grand-mère de Guillaume Roquette: on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est pas vrai, elle n'a jamais dit ça. Merci beaucoup Guillaume Roquette, le directeur de Valeurs Actuelles, face à Claude Veil du Nouvel Observateur. Dans un instant, les récits d'Europe 1 Soir, on va parler d'un très jeune Arsène Lupin américain, vous allez voir. Elena Morna et les experts européens, semaine spéciale enfance.